moi petit, genre la médiocrité, genre j'avais horreur de ça et je me disais même, genre si j'ai une vie banale, donc ça peut paraître hard pour les gens, mais je me disais autant pas vivre quoi. Personne me veut, enfin c'est principalement pas de réponse, c'est même pas des refus. Et du coup là je me dis bon, bah en fait tu vas devoir faire ce que tu voulais à la base, à savoir lancer ton business quoi. Si t'as la mentalité en mode je veux pas investir mon argent, les gens c'est de l'arnaque, c'est faux, c'est pas vrai, ben à un moment donné, toi tu vas te retrouver dans leur position. Est-ce que t'aimerais que les gens disent pareil de toi, tu vois? Salut Benoît. Et ben, salut Kylian. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour une petite vidéo interview. On va parler un peu de toi, de ton parcours, de ce que tu as fait. Yes. Et donc déjà merci de t'être déplacé sur Nantes pour l'occasion. Et ben, avec plaisir. Et donc c'est le premier vraiment épisode qui marque le début d'une série qu'on compte lancer du coup, où là vraiment on essaie de faire les choses bien comme tu as pu voir. On essaie vraiment Il y a un setup de fou, vous voyez peut-être pas, mais... On montrera des backstage, mais on a fait vraiment notre mieux là-dessus. Donc voilà. Donc on va parler un peu de toi, de ce que tu as lancé, et on a un petit jeu qui va intervenir de temps en temps. L'idée c'est d'entrecouper les questions que je te pose avec des genres de dilemmes. Ok. Voilà. Donc même moi je n'en connais pas, c'est Mélissa qui les a écrits du coup, donc ça va être la surprise et on va voir de quoi il s'agit. Donc si c'est tordu, c'est de sa faute. C'est Mélissa de la prod. Voilà, c'est ça. Donc moi il y a une première question que j'aimerais poser, elle est hyper large, tu l'interprètes comme tu veux. Ouais. Et vraiment tu dis comme ça devient, c'est pourquoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si tu arrives à développer. Bah toi, il faut que tu développes pourquoi quoi. Pourquoi toi aujourd'hui, pourquoi ta situation actuelle? Ok. Bah, je vais être obligé d'expliquer du coup Bien sûr, ma vas-y, situation. vas-y. Du coup, moi je suis né à la campagne dans une famille très modeste, voilà, mon père agriculteur, tout ça. Du coup, mon enfance c'était plutôt, bah tu galères, c'est toujours difficile, voilà, situation compliquée. Donc ma situation aujourd'hui, bah, je pense qu'on aura le temps de l'évoquer. Donc le fait d'être entrepreneur sur Internet notamment, de tout faire pour réussir et avoir un maximum de liberté. Bah, c'est mon pourquoi, c'est-à-dire en gros éviter et fuir la situation que j'ai connue jeune. D'accord. Pour arriver vers la liberté, de l'argent, tout ça. Ok. Et aujourd'hui, tu penses que t'es, par rapport à ce que tu voulais, ce vers quoi tu voulais t'émanciper, tu penses que tu y es aujourd'hui par rapport à ce que tu voulais ou tu cherches autre chose, plus ou différent? Ouais, par rapport à la situation de début, ouais, carrément. Après, c'est un truc de tout entrepreneur. Si tu atteins un stade, tu veux atteindre le prochain. Si tu atteins le prochain, tu vas atteindre le prochain. Et Tout à fait. en fait, c'est une course à l'infini, en tout cas de ce que j'ai remarqué. Donc ouais, aujourd'hui, carrément, ma situation est top. Mais on va aller chercher plus. Ça marche. Bah, c'est bien. Je pense que c'est le bon état d'esprit pour toujours développer des nouvelles choses et découvrir jusqu'où tu peux aller, en fait, ton vrai potentiel. C'est ça. Donc ça, c'est sympa. Après, il n'y a pas de limite, honnêtement. Exactement. Ça, c'est clair. Bah, je pense que tu l'as bien vu avec l'expérience que tu as pu avoir, du coup. Donc, ça permet d'introduire Joseph. Donc, aujourd'hui, vous êtes deux à travailler dans votre business principal, entre guillemets, donc les copywriters. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage où tu étais solopreneur à du coup avoir un associé et comment ça s'est fait un peu? Du coup, moi j'ai été freelance de 2018 à 2020 et demi, donc pendant 2 ans et demi en gros, je bossais tout seul. Donc ça se passait très bien. Et comment on a décidé de s'associer? En fait, moi je cherchais pas un associé, je cherchais pas à monter un business. Et ça qui est intéressant, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'associer, qui disent ouais, je cherche tel type de profil, je cherche un mec analytique, machin quoi. En fait, nous pas du tout. On s'est juste rencontrés à un événement, donc un séminaire aux États-Unis de Russell Brunson pour ceux qui connaissent. Et ça a matché direct, genre on se tapait des grosses barres, on était vraiment mort de rire et c'était vraiment tout de suite l'alchimie entre guillemets, tu vois. Et donc on rentre en France et moi j'avais déjà l'idée de lancer des infoproduits, tout ça. Mais pour X raisons, je ne le faisais pas tout seul, j'avais des blocages. Et du coup, je lui lance l'idée. Il me fait, bah non, reste focus, machin. J'attends 15 jours, je lui relance l'idée. Je fais, t'es sûr, tu veux pas? Il y a personne sur le marché, il y a une place à prendre. Et là, on s'est lancé et ça a marché direct. Et moi, j'étais habitué à travailler en équipe pour mes clients. Lui, pareil pour ses clients. Donc après, on a juste fait pareil pour nous. Donc moi, j'ai pas eu un bouleversement en mode, oh là, maintenant, je dois rendre des comptes à quelqu'un, etc. Je le faisais déjà en tant que freelance. Ouais, t'avais déjà l'habitude de collaborer avec des gens. Voilà. Et là, juste vous étiez associés et non pas. Enfin, t'étais pas dans le sens inverse où tu lui devais quelque chose à la finalité, vous étiez tous les deux sur le même objectif. C'est ça, mais c'était déjà le cas pour notre client. En fait, on bossait tous les deux le copy pour le même client. Donc, on bossait ensemble pour donner des meilleurs résultats à notre client. Donc, en vrai, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que là, c'était des décisions pour notre business et pas pour le business d'un autre. Ok, je vois. Oui, et c'est plus gratifiant peut-être de voir tes efforts, ou du moins ça te fait voir ton travail différemment, de le faire pour toi.
et de te rendre compte que tu peux le faire fonctionner sur tes idées, c'est peut-être plus... ça change. Ouais, bah c'est surtout que le résultat final, c'est pour toi. Oui, Et c'est ça qui m'a fait me lancer dans mes propres produits. C'est parce que quand tu génères de l'argent pour ton client, toi tu prends une partie. Typiquement, le Black Friday 2021, on fait 100K en 3 jours pour mon client. Moi j'ai pris, je sais pas, genre 2K, tu vois, 2-3K. Donc oui, ouais, c'est cool, mais tu dis, ouais, imagine c'est moi qui prends les 100K. Donc... Tout à fait, oui, c'est clair. C'est clair que là, ça fait voir les choses différemment. Donc c'est juste ça en fait, de dire si je peux le faire pour les autres, pourquoi je le fais pas pour moi. Ok, tout à fait. Et du coup, toi, quand tu as commencé, du coup, de ce que j'ai vu, tu as commencé sur Malte. Enfin, du moins, tu t'es mis en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, non, même pas. Est-ce qu'on peut revenir à Comme J'aime, par exemple? Ok. Ta situation de départ où là, tu as eu ce déclic qui a fait que tu peux pas revenir en arrière, entre guillemets. Ok. Donc pour la partie entrepreneur, ça j'ai toujours voulu, enfin du moins j'ai toujours su ce que je voulais pas, à savoir être salarié, faire un job classique. Même petit, tu vois, j'ai fait un tweet récemment sur ça où je disais justement, moi petit, genre la médiocrité, genre j'avais horreur de ça et je me disais même, genre si j'ai une vie banale, donc ça peut paraître hard pour les gens, mais je me disais autant pas vivre quoi. Genre si je fais, je sais pas, genre le métro boulot dodo, que je subis ma vie et tout, mais je me souviens, j'ai l'image, tu vois, j'étais allongé dans mon lit chez ma grand-mère et je me disais à 10 ans, genre si je fais pas un truc de ouf dans ma vie, autant crever quoi. Donc, à 10 ans, donc tu vois la mentalité entre guillemets, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, ouais, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je savais pas comment ni quoi, parce que mon milieu faisait que le mot marketing à 12-13 ans, je savais même pas ce que ça voulait dire encore, tu vois. Alors qu'aujourd'hui avec Internet, il y a des mecs de 12 ans qui montent des business, donc c'est fou. Donc voilà, je fais mes études justement en marketing, commerce, etc. Et je voulais me lancer, je regardais toutes les vidéos, dropshipping, donc c'était en 2017, 16, etc. Donc c'était Léo Guillot, tout ça, je sais pas si ça te parle à l'époque. Léo Guillot, non. Théophile Hélier à ses tout ça, débuts, genre le mec était à peine connu, enfin c'était vraiment les anciens, tu vois, Olivier Roland, tout ça. Oui. Et ces mecs-là, je comprends qu'il y a quelque chose à faire. Je sais pas comment, quel véhicule. Quand j'étais en DUT, je voulais lancer une boutique e-commerce. Vendre des savons, je sais pas pourquoi. Avec ma copine, on a commencé à contacter des fournisseurs, à faire un logo et tout. Au final, on a jamais lancé le projet. Mais genre des savons parce que vous vouliez vendre des savons ou ouais, je savais que l'e-commerce ça marchait, donc je voulais faire une boutique e-commerce. Alors l'idée du savon, je sais pas pourquoi honnêtement. J'ai aucune idée. Donc des savons. Donc je voulais lancer une boutique de savon, je commence les démarches mais je me lance pas. Ouais. Donc trop de peur, je sais pas, des blocages. Je continue mon parcours et à la fin de mon DUT, donc moi je suis bon élève quand même correct, j'ai genre 14 de moyenne, j'ai une mention du coup. Et je voulais faire une licence e-commerce, il y en avait que 2 en France qui m'intéressaient, Aix-en-Provence et Lille. Aix-en-Provence me refuse alors que j'avais un dossier béton, honnêtement j'ai toujours pas compris à ce jour pourquoi ils m'ont refusé. Et je pense que c'est juste parce que j'avais pas des contacts directs dans la licence. Parce que j'ai contacté carrément des gens qui ont eu 11, 12, qui avaient jamais bossé en marketing et qui ont eu la place, bref. Ouais. Donc l'injustice, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup drivé aussi en mode si tu viens pas de telle famille, de tel truc, si t'as pas telle chance en fait, bah, t'as des barrières dans la vie, tu vois. Oui, tout à fait. Quand t'es salarié, alors quand t'es entrepreneur, c'est toi qui prends tes choix, donc t'es responsable, tu vois. Donc bref, je suis refusé à Aix, je vais à Lille, on déménage, donc avec ma copine, on était à Toulouse, on va à Lille, et genre 3 jours avant la rentrée, je vais signer mon contrat en agence marketing. Et j'ai un appel de l'IUT donc pour faire la licence qui me dit désolé on n'a plus de place en formation initiale ou je sais plus le nom, je sais plus comment ça fonctionne l'école, tu vois, mais je crois que ça s'appelle formation initiale ou continue, tu vois. Et ils me disent on n'a plus de place, il vous faut plus un stage, il vous faut une alternance. Sauf que pour l'entreprise, en fait, ça n'a plus rien à voir. Ils devaient prendre un stagiaire, maintenant ils doivent prendre un alternant, payer au SMIC et tout ça. Enfin, tu vois, ça n'a plus rien à voir. Donc le mec était pas chaud du tout, même s'il était super sympa. Et donc je me retrouve à Lille sans études, alors que j'étais censé être boursier, donc sans argent. J'avais un livret jeune avec 1200 balles dessus. Ok. Et pas de job, pas de réseau, pas de contact, une ville que je connais pas, etc. Et donc je postule chez Comme J'aime parce que c'est la première offre d'emploi que je trouve sur Indeed pour faire commercial. Donc je me dis pourquoi pas, ça a l'air correct, c'est sédentaire, c'est les gens qui t'appellent, c'est pas toi qui appelles les gens. Enfin, je pensais que c'était vraiment la planque et honnêtement ça l'est pour celui qui kiffe. Et donc c'est comme ça que j'arrive chez Comme J'aime. Après je sais pas si tu veux que je continue. Ouais, je veux bien. Au moins que tu racontes parce que du coup c'était une période assez courte. Ouais. Comment ça s'est passé et pourquoi t'as arrêté aussi vite? Bah, du coup ouais, c'est donc fin août j'apprends que j'ai rien. Donc début août je me dis ok, là c'est la merde, il faut faire quelque chose. Donc je trouve le job, je crois que je commence le 15 septembre, un truc comme ça, donc c'est très rapide, donc ça me permet de survivre quoi. On fait une semaine de formation avec plein de gens, ils filtrent à mort et tout, c'est quand même très select, tu vois, et j'arrive à passer, j'étais plus jeune, donc ça flatte mon ego, tu vois, il y avait que des quarantenaires qui étaient déjà commerciaux et tout. Moi je sors de nulle part, j'ai jamais taffé de ma vie, tu vois, et ils m'acceptent. Donc j'arrive sur le plateau, là où tu vas prendre des vrais calls, et ça se passe
correctement, tu vois, c'est vraiment ambiance commerciale. T'as un tableau, dès que tu fais une vente, tu vas la cocher, tout le monde t'applaudit. Enfin, c'est ambiance vraiment commerciale, presque Loup de Wall Street, tu vois, mais bon, un plus cheap, quoi. Ok, comme j'aime, quoi. Et au bout de 3 semaines, je démissionne parce que juste, je me fais chier. Oui, t'apprends ça rien. me plaît pas. J'ai la boule au ventre le matin quand je me lève. Je dire putain, je sais pas, moi j'aime pas me lever tôt le matin, donc là, mettre un réveil à 7h pour aller faire 40 minutes de métro. Oui, non. C'était Non, pas merci. possible. Ouais, d'accord, je Donc comprends. je démissionne parce que j'ai trouvé en relais une agence marketing justement qui me veut en CDD pour 3 mois pour me tester et pour faire la même chose commerciale pour leur agence et faire des petites prestats, Facebook Ads, Community Management, etc. D'accord, ok. Donc je me dis vas-y, je quitte mon CDD qui est la planque, j'avais ticket resto, mutuel, enfin c'était franchement bien payé et tout, c'était cool. Mais je me dis vas-y, voilà, je m'en fous de l'argent, si je suis au SMIC ça me suffit, autant que je fasse le job de mes rêves, à savoir bosser en agence. Et je crois que je fais 10 jours, même pas. Ah oui, c'était court pour un job de terrain. C'était horrible. Pareil, c'est pas les conditions. Genre, c'était 2 mecs qui venaient de lancer une agence, donc c'était correct, payé correctement. Le mec essayait vraiment de me former, il voulait m'aider et tout. Ok. Mais juste, moi, j'étais pas du tout à l'aise de faire du cold calling toute la journée, prendre le bus tous les matins. En fait, c'est tout le mode de vie autour qui te convenait pas, quoi. Ouais, l'émission en elle-même, déjà, faire prospecter, tu vois. Genre, lui, il voulait que j'appelle. Je vais sur Maps, je marque restaurant et j'appelle tous les restaurants. Donc moi je cliquais, je regardais s'ils avaient un site, je faisais une petite analyse de 5-10 minutes, il fait non, faut que t'appelles et tout. Du coup j'appelais, les mecs ils me répondaient, je savais même plus quoi leur dire parce que j'avais rien de prêt. Enfin, donc ouais, c'était juste boule au ventre toute la journée. J'ai dit vas-y, je me casse. Ouais, et donc je redémissionne. Ok. Et donc après c'est là où t'es parti sur. C'est là où j'ai pas eu le choix, donc j'ai quand même continué de postuler à des jobs pour tout et n'importe quoi, chez Célio, dans une boulangerie pour donner du pain aux gens, tu vois, faire caissier en gros. Okay. Et en fait j'ai pas de réponse, personne me veut, enfin c'est principalement pas de réponse, c'est même pas des refus. Et du coup là je me dis bon en fait tu vas devoir faire ce que tu voulais à la base, à savoir lancer ton business quoi. Et c'est là où ça part. Et c'est là où ça part, donc je commence par le drop, je crée une boutique et je lance ça et voilà. Le savon. Non, ça c'était avant le savon et après les savons j'avais abandonné, j'ai remarqué qu'il y avait trop peu de marge en fait, je pouvais les avoir à 50 centimes, j'allais les vendre 3 € grand max. Ouais, c'est ça. Tu fais du bénéfice au niveau relatif, mais dans l'absolu, en fait, tu dois avoir un volume énorme si tu veux faire un truc vraiment cool. Donc, du coup, j'ai vendu des sacs à dos à la base. Des sacs à dos anti-vol, justement, pour un peu les photographes, vidéastes et tout, en mode, j'avais créé un storytelling en mode, quand vous voyagez pour vos tournages, machin, n'ayez plus peur de vous faire voler votre réflexe à 1500 €. Et du coup, achetez mon sac à 80 balles et ça vaut largement le coup, tu vois. Et ça avait fonctionné un peu? Vite fait honnêtement, parce que j'avais pas d'argent donc fallait faire tourner uniquement avec des pubs. Oui. Donc à l'époque on pouvait faire tourner du Facebook Ads à 5 € par jour, ce que tout le monde, les formateurs disaient dans leur argument de vente, avec 5 € par jour tu peux faire ton truc. Sauf qu'au bout de 2 jours, moi j'ai cramé 10 €, je vois qu'il y a 0 vente, je copie tout, tu vois, je fais non c'est bon. Non mais ça c'est normal. Et mais par contre le jour où donc ma boutique était prête, j'achète le domaine, je le mets en ligne, genre 3 heures après je fais une vente. À ce jour, je sais toujours pas d'où elle est venue. Je crois que c'était 89 €, un truc comme ça. Je sautais partout dans l'appart et je sais pas d'où elle est venue. Genre, je me suis dit, mais what, ça y est, j'ai trouvé le truc. Genre, j'ai appuyé sur mettre en ligne. 2 heures après, je vois la notif Stripe et Shopify. Je fais oh putain. Et en fait, après, pendant 3 semaines, j'ai pas eu d'autres ventes. Ah oui, non. Après, j'en ai eu une autre. Un coup de chance. Je sais aucunement comment c'est venu. Honnêtement. C'est incroyable quand même. Parce que pour le coup, j'avais créé une page Insta, mais il se passait rien dessus. Ouais. J'avais mis 2 articles de blog, mais ils pouvaient pas être référencés. La boutique était même pas en ligne. Ah bah oui. Donc ça reste un mystère. Peut-être Shopify qui t'a donné un coup de pouce si ce sont tellement validés. Et donc je fais une vente, je me suis dit trop bien, la nuit je dors pas, je fais vas-y j'actualise mon portable, je vais avoir d'autres ventes c'est sûr tu vois, il se passe rien et comme ça pendant 15 jours, après je refais une vente, du coup ça me remotive, je fais putain c'est sûr que ça va marcher et tout, et en fait j'ai fait je sais pas 500-600 €. En vrai c'est un bon début pour, au moins tu as eu la preuve que ça fonctionnait et que tu pouvais faire tes soins en ligne. C'est ça, c'était mon premier vrai argent en ligne entre guillemets. Ça c'est bien. Donc voilà comment j'en arrive au drop qui marche pas. C'est ça, et après pour la suite, alors avant qu'on en parle, on va piocher la première question. On va faire ça bien. Je te propose de piocher. Comme ça. Attends, tu choisis laquelle, tu la retournes pas, c'est moi qui te la lis. Mais juste tu choisis celui qui t'inspire le mieux. Hop. Alors Benoît. Bon pour le contexte, il m'a teasé à mort ça par message, même tout à l'heure et tout, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Moi non plus. C'est pas moi qui. Je préviens, je me mets pas à poil devant tout le monde. Non. Il y a pas de. Bah j'espère pas. Alors Benoît, tu préfères devenir libre financièrement à 30 ans, profiter de la vie, mais mourir à 40 ans, ou travailler 39 heures par semaine,
prendre sa retraite à 65 ans et mourir à 100 ans? La première, honnêtement, je pense. T'as répondu avec le début. C'est ça, en fait, j'avais déjà répondu, honnêtement, oui. Je vois pas l'intérêt de vivre 65 ans et de rester enfermé dans une vie que t'aimes pas. Et surtout à 65 ans, t'as plus les capacités que t'as à 30 ans. Ça, c'est sûr. J'aurais pris la même chose. Hop, on va la mettre là. Bah parfait, merci. Alors, avant qu'on continue du coup sur ce que tu as fait et ce qui t'amène à là où tu en es aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on parle de concept. Ouais. Donc j'ai 2 mots en l'occurrence, donc qui sont vraiment très larges. Okay. Donc le premier, c'est pour toi le mot argent, qu'est-ce que ça évoque? Quel concept tu vois relié à ce terme-là? Ça revient à moi, ma définition, donc la liberté. Et en gros, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre dans le business, c'est que l'argent, c'est juste un véhicule pour différentes choses, soit pour plus de confort, soit pour plus de temps, soit pour plus de liberté, peu importe, tu vois. Tout à fait. Et donc l'argent n'est pas la finalité, c'est juste le véhicule qui t'amène à la situation que tu veux. Moi, la situation que je veux, c'est la liberté. Justement, le confort, tu vois, vivre bien, avoir une belle maison, manger bien, faire des bons restos, tu vois, des choses très, très simples. Et donc l'argent, pour moi, c'est le seul véhicule aujourd'hui qui permet d'avoir la vie que je souhaite atteindre. Ok. Le deuxième concept, c'est Twitter. Okay. Alors, tu comprendras facilement pourquoi. Parce que du coup, la première fois qu'on est rentré en contact, c'était sur Twitter. Ouais. Et depuis, ça fait maintenant au moins 1 an, je pense, facile. Ouais. Toi, c'est quoi Twitter pour toi? Au-delà d'être du coup un réseau social, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu aimes ou reproches à Twitter, par exemple? Ce que j'aime, c'est principalement la proximité avec les gens. Et n'importe qui, tu vois, j'ai discuté avec des CEO de ouf qui font plus de 10, 15, 20 millions par an, tu vois, alors que si je les ai contactés sur LinkedIn, je sais pas s'ils m'auraient répondu, tu vois, ou sur un autre canal, sur Insta ou peu importe. Donc déjà, cette proximité qu'il y a avec les gens, je trouve ça sympa. Et après, le format, tu vois, genre c'est simple, c'est court, c'est écrit, c'est punchy, c'est clivant. Donc ça, c'est un avantage parce que moi, je m'en fous. Mais du coup, après, tu peux très vite tomber dans le côté que tout le monde connaît de Twitter en mode machine à haine, machine à détruire des gens, presque des carrières, etc. Donc Twitter, honnêtement, c'est un bon réseau sous-estimé pour moi. Qui a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients, mais quand je vois la hype en ce moment, c'est TikTok, tu vois, tout le monde se rue sur TikTok. Finalement, le trafic n'est pas plus qualifié. Ok, t'as de la viralité, mais ça t'apporte pas grand-chose. Tu vois, récemment, il y a une agence qui m'a contacté qui voulait me créer un TikTok. Je lui ai dit, du coup, tu m'apportes quel résultat? Il commençait à bégayer, tu vois, il savait pas quoi dire. Alors que Twitter, tu peux avoir un ROI comme tu l'as sur LinkedIn, sur Insta ou sur Facebook ou n'importe. Tout à fait. Donc pour le business et puis même c'est cool. Moi, tu vois, je suis fan de foot, donc je suis les actualités. Pour le business, c'est pareil. Donc honnêtement, juste pour l'aspect, tu vois, t'as l'impression d'être dans une famille entre guillemets. Oui. Et t'as différents pôles. Tu vois, si tu rentres dans le make money Twitter, tu vas avoir plein de gens bienveillants, plein de gens cool, etc. Et après, tu peux avoir le côté, je sais pas moi, gaming, le côté machin. En fait, t'as des petites niches comme ça qui font que tu peux être dans ta famille, tu vois. Et là, tout se passe très bien. Et c'est si t'en sors que tu passes un peu du côté sombre. Si t'as un truc trop viral ou quoi, ou là ça peut être un peu la merde. Mais voilà. Tout à fait. En fait, c'est exactement ça là dans ce que tu dis. Moi, c'est ce que je retrouve. J'aime bien ce côté-là où, parce que comme tu le dis, la plupart des gens vont avoir tendance à croire que Twitter, c'est tu te fais déchirer dès que tu dis un truc. Alors qu'en fait, tant que tu restes dans ton cercle et que tu vas pas titiller entre guillemets les autres. Parce qu'il y a cette fâcheuse manie que beaucoup ont à être provocateurs dans leurs tweets, à aller balancer des petits trucs. En général, tu essaies d'arranger un peu les choses pour pas que ce soit trop virulent. Mais dans ce cadre-là, oui, tu peux en sortir, avoir quelques gens qui vont être détestables. Mais en vrai, tant que tu restes dans ton coin, je trouve que les gens viennent pas s'embêter. Enfin, moi, je vois depuis 1 an et demi où je suis sur Twitter, il y a que sur la période des cryptos. Où là du coup je trouve que la communauté crypto, il n'y a pas plus cancer que eux sur Twitter. Je me suis jamais fait insulter ou personne a pris ma veste à part à ce moment-là quoi. Moi 2-3 mecs, mais c'est vraiment genre quand tu parles d'argent quoi, ils sont frustrés de leur vie, donc voilà, mais ça arrivera sur tous les canaux. Sur TikTok, le nombre de frustrés qu'il y a, laisse tomber. Et ça c'est juste la nature humaine, tu parles d'argent, les gens ils se disent non, moi j'ai pas ça, donc automatiquement je jalouse. Et quelle est la façon d'exprimer? Je vais aller critiquer, c'est juste une façon d'exister pour eux, mais ça c'est partout pareil. Mais j'ai plus l'image en tête, je te la passerai après et que tu pourras l'ajouter peut-être, où il montrait en gros Twitter, en gros c'est un mix entre des blogs, où là pour le coup t'es côté vraiment long, le côté viral, communauté que t'as un peu sur LinkedIn, etc. Et en gros tu vois qu'il y a les différents réseaux, et Twitter en fait ça se coupe et ça entrecoupe au milieu de tout. Et tu la mettras peut-être en post-prod, tu vois, et en gros ça résume exactement ce que c'est pour moi. Donc
Donc ouais, tu vois, en fait, c'est comme Insta, les stories, sauf que c'est à l'écrit. Genre, c'est spontané, tu racontes ce qui te passe par la tête, et juste c'est à l'écrit au lieu d'être en face cam, quoi, tu vois. Je pense que c'est un petit peu la bonne comparaison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, je serais intéressé pour voir l'image, du coup. Ouais, je t'enverrai. Ok. Du coup, on va repartir sur toi. Donc, après que t'aies quitté... non, du coup, t'as fait les sacs. Ouais. Et donc, après ça, à quel moment tu t'es dit j'arrête et je lance autre chose? Bah, je vois qu'en fait, tant que je mets pas de budget, bah, ça peut pas marcher. Et j'ai pas de budget, donc ça peut pas marcher. Okay. Donc je garde la boutique quand même 2-3 mois, je l'ai laissée en ligne. Je me dis si jamais j'ai des petites ventes miracles qui tombent, mais voilà, je comptais plus dessus. Par contre, je me dis, j'ai créé un site, il est propre. J'ai eu des ventes, il y a des gens qui achètent. Du coup, je me suis dit, je vais faire du done for you. J'ai proposé ça à des clients. Donc je m'inscris sur 5€ et c'est là que je fais mes premières ventes pour des articles de blog à la base. Donc je vendais à 5€ l'article. Ouais. Et je proposais tout et n'importe quoi, créer un logo pour votre boutique, créer trouver un produit winner. Donc ça, c'était une bonne stratégie à l'époque quand j'en reviens. Ça faisait un peu un tunnel. En gros, tu payais 5€ et tu avais une liste de 10 produits winner que moi j'avais cherché, j'avais analysé et tout. Donc la personne achète, j'avais eu genre 1 ou 2 ventes. Et une personne avait vraiment aimé, elle dit ah ouais, j'ai bien aimé ce produit. Donc c'était un tube pour faire des sushis. Donc en gros, t'as un tube, tu mets ton riz dedans et après tu pousses un peu comme les clopes à tuber, tu vois, je vois. Et ça te sort ton rouleau de sushi, quoi. Incroyable. Et on achète ça. et du coup, elle me fait ouais, ce produit est pas mal, machin. Et je fais ok, je te crée ta boutique, je te lance tes pubs et tout, sauf qu'elle y connaissait rien. C'était une meuf de 50 piges qui voulait se lancer, je sais même pas comment elle est tombée là-dessus, tu vois. Et je galère pour la closer, genre elle me mettait des objections alors que pour acheter le premier truc à 5€ dans un premier temps, tu vois. Ah oui. Et en fait, elle achète, elle kiffe et du coup, elle fait est-ce que vous pouvez monter ma boutique? Et c'est mon premier contrat à 300€ pour la boutique, je crois, plus 200 pour la gestion des pubs. Donc mais moi j'étais trop refait, je fais putain, j'ai fait 500 balles, c'était cool, c'est mon premier client et voilà. Tout à fait. En remettant dans le contexte, oui, c'est la première fois, tu as un client à 500 balles, en vrai, c'est vraiment Enfin, ça permet de se projeter, de te dire, ok, 500 balles, c'est pour beaucoup un moyen de payer quasiment tout le loyer. Sur une mission, en vrai, c'est bien pour... c'est ça. Et puis, à l'époque, moi, j'avais l'ACRE, donc la réduction de cotisation pour les auto-entrepreneurs. Sauf qu'à l'époque, moi, c'était 5%. Maintenant, tu sais, si tu commences à 11, tu passes direct à 22. Moi, c'était 5, 7,5, 12, 17, 22, un truc comme ça. Pendant combien de temps? 5 ans 4 ans, en gros, t'avais... donc, c'était royal. Et du coup, ça veut dire que j'avais que 5% de cotisation. Donc, tout ce que je touchais, en gros, je l'encaissais, tu vois. J'avais pas de TVA, rien. Donc, honnêtement, c'était royal. 500 balles, je me dis, j'en fais 3. Ça fait 1 500€ et c'est mon objectif. Et je me souviens même, du coup, donc ça, c'est mon premier contrat. Après, j'en trouve un deuxième, pareil, sur une plateforme. Donc, je sais plus, sur Malte ou 5€. Et ça en revient genre 400€, tu vois, pour du community management Insta. Donc, tu vois, je partais vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est clair. On l'a tous fait. Et du coup, j'arrive à 800, 900 balles. Et là, je me suis dit, ça y est, genre, je suis libre. Genre, je peux vivre de mon business. 800 balles, ça me suffisait parce qu'on avait un 20 mètres carrés, tu vois. On payait, je sais pas, on faisait une course à Lidl, enfin, le train de vie ultra bas. Donc, juste avec 800€, sachant que j'ai pas d'impôt, j'étais trop refait. Je me souviens d'avoir dit justement à ma copine, genre, c'est ça que je voulais, en fait. Je préfère gagner 800 balles en faisant ce que j'aime, plutôt que faire 1200 en allant bosser tous les matins avec l'expérience que je disais, la boule au ventre, etc. Et ça, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai gagné en ambition, mais en tout cas, si je devais recommencer, je serais ok de vivre avec 800 balles plutôt que 2000 en étant salarié. Je suis totalement d'accord avec toi. En vrai, c'est bien. J'aime bien cette manière de voir les choses et tout, c'est cool. Et puis même avec 800€, en vrai, ça me rappelle un extrait d'une émission que j'avais vue où il y a une dame qui a travaillé toute sa vie et à sa retraite, elle a eu 800€ par mois. Tu te dis, elle a travaillé toute sa vie, 800€ par mois, elle pouvait même pas payer son loyer. Et je me dis, vaut mieux les faire par soi-même, dès le début, tenter l'expérience. Et franchement, quand tu vois vers où ça t'a amené derrière, c'est tout bénéfique. C'est ça, le but, c'est pas de rester à 800 balles. Mais bon, après, aujourd'hui, le contexte, là, c'était il y a 4 ans quasiment. Donc, le contexte avec l'inflation, tout ça, forcément, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais en plus, on avait les APL. Enfin, voilà, on était deux. Ma copine avait juste une alternance. Donc, tu vois, on avait une situation... basique, donc on avait des aides en plus, donc honnêtement c'était vraiment cool, tu pouvais vivre tranquillement, quoi. Et c'est surtout que j'avais l'aspect liberté, si je voulais me lever à 10h, si je voulais jouer à FIFA toute l'après-midi, enfin c'est des trucs tout con, tu vois, mais juste ça, moi c'est ce que je voulais. Comme quand t'es étudiant ou quand t'es jeune, tu vois, t'es en vacances pendant 2 mois l'été, en gros c'était ça, mais au quotidien, tu vois. Bien sûr je bossais, je gardais une rigueur, etc. Mais j'avais cette liberté de dire vas-y, là je joue à la console, là je vais me balader au parc, là vas-y on habitait à Lille à côté de la Belgique, vas-y ce week-end on va à Bruges, tu vois. Et c'est des trucs trop cool que tu peux pas faire si t'es bloqué. Tout à fait. Ça tu peux encore le faire aujourd'hui.
Bah oui. Oui, voilà, non, Encore parce que plus. t'en parlais. Non, mais j'avais peur, j'avais peur de mal comprendre dans le sens où tu disais je pouvais faire ça. Ouais, J'ai je sais. l'impression que tu t'étais mis une rigueur différente après, mais Non, là, je Ok. peux toujours, mais c'est juste à l'époque, genre pour moi, c'est énorme de dire ouais. putain, c'est trop cool, genre. Et surtout que les 800, j'y suis pas resté en fait. J'ai fait 1002, 2003, Ouais, c'est vite 3000, monté. 4000, etc. Ok. Et donc là, j'accède à la fameuse liberté que je voulais, mais je l'avais déjà, j'avais pas besoin de générer 10K par mois pour l'avoir à 800, j'étais déjà content quoi. Trop bien. Bah, félicitations. Merci. Je te propose une deuxième question. Vas-y. Dilemme. Je te laisse choisir à nouveau. Hop. On reste sur du bleu. Hein. Allez. Ça a l'air de te porter chance. Ça se trouve, tu as encore déjà répondu. Ouais. Alors, Benoît, tu préfères vivre à l'étranger et pouvoir mettre la famille à l'abri ou vivre près de ta famille mais ne pas pouvoir les aider? Bah, de toute façon, je veux vivre à l'étranger et aider mes proches, donc ouais. Donc voilà, Voilà. la première, bon bah parfait. Au moins, on est sur les bons trucs. Sachant Alors, que vivre à l'étranger t'empêche pas de les voir, donc. non, tout à fait. Tout à fait. Alors là, la question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à tout ce que tu as pu faire aujourd'hui. C'est quoi ta plus grande satisfaction? Bonne question. J'avoue que j'ai même pas réfléchi. Bon, je pense. Après, c'est un truc hyper pour les vanity, tu vois, entre guillemets, pour l'ego. C'est juste le Tucoma Club, donc le fait d'avoir atteint le million sur ClickFunnels. Ok, Genre, justement, la fois où j'ai rencontré Joseph, donc c'était le FHL, le Funnel Hacking Live, et c'est le séminaire ClickFunnels en gros. Il y a 5000 personnes, et le dernier jour, il remet donc ces disques d'or là, pour ceux qui connaissent, à ceux qui ont fait 1 million en 12 mois sur un tunnel. d'accord. Et moi, je vois ces gens-là, je fais, mais what, c'est fou, genre, j'ai envie d'être là, tu vois, j'ai envie de moi aussi de passer sur le stage et tout. Et du coup, je rentre et je deviens omnibulé par ça, tu vois, je le fous en fond d'écran, je regarde des vidéos d'opening, des gens qui disent j'ouvre mon Tucoma, j'ai reçu mon Tucoma, interview d'un Tucoma, Ok. tu vois. Et du coup, finalement, avec Joseph, on se lance et en 10 mois, on l'atteint. Directement. Non, donc pendant 6 mois, on fait rien, Ok. on est en perte. Et à partir du moment où on chiffre, on l'a fait en 10 mois. Ok. Et là, tu vois, tu reçois le truc et en fait, ça matérialise. Et ça, Russell est vraiment fort là-dessus sur l'aspect créer une communauté, une tribu, tu vois. Et tu matérialises en fait tous ces efforts, tout ce que tu as pu atteindre, etc. dans un simple disque, tu vois, dans un D'accord. trophée. Et donc, je pense que c'est le truc, tu vois, vraiment cool. Ah mais c'est bien, en vrai oui, ça représente bien du coup la réussite, surtout par rapport à la signification du chiffre derrière aussi et Ouais. par rapport à la durée. Ouais, Faire au bout de 6 mois être en perte et d'un coup ouais. décoller, c'est bien. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décollé? Il y a quelque chose que vous avez mis en place? Ouais, c'est du testing, beaucoup. Donc, on a testé différentes plateformes. Donc, au début, Facebook Ads, ensuite YouTube Ads. On a testé des offres à 7 €, à 97. On a testé des VSL, des vidéos de vente versus des pages de vente, ma voix versus celle de Joseph. En fait, on a tout testé. En étant en perte, donc pendant 6 mois, c'est-à-dire que 99% des gens auraient abandonné en fait, Oui. jusqu'à trouver la version pépite qui a fonctionné. Et en fait, là, dès qu'on a mis 1 € dessus, ça a fait 2 €, on a mis 2 €, ça fait 4, et en fait, on balançait 1500 € par jour, et ça faisait 3000. Ah putain, excellent. Et si vous avez un ROI de 2 à peu près par rapport à ce que vous mettez? Sur l'année où on a eu le Tacoma, ouais, c'est ça, 1.7, 2, tu vois, sachant que c'est du low ticket, pour ouais. ceux qui connaissent vraiment les tunnels, donc c'est des produits peu chers, donc à 100, 150 €. C'est très compliqué en publicité d'avoir de la rentabilité là-dessus. Normalement, le principe du low ticket, ça te permet d'être break-even, donc tu dépenses 100, tu rentres 100, voire t'es en perte, mais tu as un client que tu peux upseller par la suite. C'est Tu vois. ça. Et nous, on faisait déjà du cash juste avec ça, en ROI quasiment 2. Trop bien. Et c'est ça, en fait, c'est du jour au lendemain, littéralement. On a fait un mois, je crois qu'on était à 5000 €, quasiment zéro profit. Le mois d'après, on a dû faire 11-12 000, et le mois d'après, on a fait 80 000. Incroyable. Voilà. Franchement, c'est énorme, génial. Et après, vous êtes resté sur une constante de 80 000 Après, à peu on près? a, voilà, c'est plus ou moins fluctué. On est monté jusqu'à 120K en novembre dernier. D'accord. Et sinon, ouais, on a juste gardé le rythme de croisière. On n'a pas réussi à aller chercher plus, parce qu'après, tu as des limites. Enfin, Oui. quand tu dépenses 2000, 3000 € par jour sur ce genre de produit, c'est impossible d'être rentable. Ok. Et là, ça fait casser toute la machine, donc tu te calmes. Et Vous aviez essayé de Ouais, monter on- toujours plus? Ouais, bah oui, tant Ouais. que c'est rentable, on pousse, nous, tu vois, et on a vu les limites. Ok. Donc voilà. Et c'est bien, en vrai, 6 mois à tester à être en perte ou quoi, c'est Ouais. comme tu l'as dit, il y en a plein qui auraient déjà. Après, laissé c'était pas tomber. des grosses pertes, tu vois, on perdait 500, 1000 € à deux, donc on divisait par Ouais, deux, donc c'est ça. allez, on va dire, on perdait 500 € chacun. Mhm. Mais en fait, on voyait pas le bout du tunnel, quoi. On testait, on se faisait striker nos comptes Facebook, nos offres, ça vendait pas, etc. Et donc, ouais, pour reprendre vraiment depuis le début, on vendait un e-book à 7 € parce qu'on savait pas, donc on est dans la niche du copywriting, on en parlera peut-être, et on savait pas si les gens, ça allait les intéresser.
Et donc, c'était juste pour tester le marché. Et on a vu que ça marchait plus ou moins. On a essayé de la pousser. Ça marchait correctement, honnêtement. On dépensait 20-30 euros en pub sur le tunnel A7, sachant qu'il y avait des upsells. Et on était break-even, voire profit, tu vois. Okay. Donc, c'est déjà vraiment cool. Parce que c'est une proof of concept, tu vois. Tu sais que ça marche. Et après, on a passé sur une offre à 97, où forcément, là, tu peux mettre un peu plus pour avoir un client. Et c'est là que ça a vraiment bien marché, quoi. Ok, hyper intéressant. C'est bien ce process. En plus d'être à deux, vous pouvez peut-être vous motiver quand il y en a un qui a une baisse ou quoi pour continuer à aller jusqu'au bout. Et du coup, pour en revenir à ce moment-là, avant que tu rencontres Joseph, du coup, toi, donc tu as fait les sacs, ensuite les missions sur Malte et 5 euros. Et après, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé avant que vous vous lanciez tous les deux? Donc moi, j'ai fait 1 an de freelancing. Ma première année, je fais 24K. Donc c'est cool, tu vois, 2000 euros par mois lissé sur l'année, avec principalement un client et des petites missions par-ci par-là. Et en fait, au bout de 10 mois, 1 an, je me dis, mais merde, j'ai rien foutu en fait. Genre, je me formais, je lisais des livres, mais j'étais vraiment en mode chill, tu vois. Genre, ce que je voulais, ce qu'on parlait tout à l'heure, la liberté à 800 balles par mois, j'étais un peu trop dans ma zone de confort, je me reposais sur mes lauriers, je prospectais pas, je cherchais pas à devenir si meilleur que ça, tu vois. Et donc là, je me dis, en fait, Benoît, si tu bosses plus, tu vas faire plus. C'est con, tu vois, mais j'étais tellement dans ma zone de confort où je bossais 3-4 heures par jour grand max, et après je chillais, je faisais ma petite vie, et je me dis vas-y, je vais me mettre en mode sérieux, je vais vraiment approfondir mes compétences, je vais monter vraiment sur les compétences principalement, je vais chercher des nouveaux clients. Deuxième année, je fais 48K, donc là je me dis ok, ça a bien marché, et après troisième année, je fais 150K et plus l'activité avec Joseph. D'accord, trop bien. Et t'as gardé en parallèle de ce que tu faisais avec Joseph tes clients, des missions? Ouais, jusqu'à... Au bout d'1 an, 1 an et demi même, j'ai continué de garder mes clients, donc ça me faisait 2-3 cas mensuels, plus le truc avec Joseph, parce que ça me prenait pas trop de temps et je voulais garder quand même une sécurité avant de mettre tous mes œufs dans le même panier. Bien sûr. Sachant qu'on a eu le coup après, où on a eu des mois vraiment compliqués, où on a beaucoup investi, où on était plus rentable, et du coup tu faisais quasiment zéro de bénéf, parce que on a beaucoup d'outils, on a monté une équipe très rapidement, etc. Et donc si tu as la moindre galère, en fait tu te retrouves à zéro, et donc ça nous est arrivé de faire des mois à zéro de profit, tu vois, et donc j'étais content d'avoir mon client à côté. Tout à fait, c'est clair, c'est bien de penser comme ça. Et là aujourd'hui, de ce que j'ai pu observer, parce que du coup vu que on collabore ensemble sur des projets et aussi sur ce que je vois sur YouTube ou sur Twitter, là vous avez eu un moment où du coup vous étiez vraiment à fond sur les copies, et là j'ai l'impression depuis quelques mois que tu reprends à plus faire des choses aussi de ton côté. Ou alors c'est juste une impression peut-être? Ouais, non, je te dis, en fait, on a eu une période vraiment molle là de cette année. En fait, on a investi genre plus de 15 000 euros pour organiser un séminaire qui n'a pas été rentable au début, tu vois. On avait peut-être encaissé 10 000 euros avec les ventes, mais ça nous a coûté 15 000, donc ça nous a mis un peu dans le mal. Après, on a eu des histoires de TVA à payer, tout ça qui nous a mis un peu dans le mal, plus des prestataires qui coûtaient, par exemple, il y en a un qui coûtait 5 000 euros par mois. Et quand il performait moins, donc c'est celui qui gérait les pubs, du coup ça devenait compliqué, tu vois, de justifier. Tu nous rapportes, je sais pas, 10K de profit sur le mois, on te paye 5K, nous il nous reste 5K, genre ça craint, tu vois. Donc on a investi beaucoup d'outils aussi, on payait genre quasiment 10 000 euros dans des tools de tracking, de tunnels, de tout et n'importe quoi. Donc en gros c'est la phase de croissance normale d'une boîte, en fait. Tes coûts, tes charges fixes augmentent très vite, et le jour où ton revenu lui il stagne ou il baisse, tes charges fixes, elles les ont pas baissé, tu vois. Et là, c'est là que les courbes se croisent et que ça devient un peu compliqué. Et donc, c'est là qu'avec Joseph, on s'est dit, vas-y, on se garde un petit side de côté. Donc, lui, il a une cliente. Moi, j'ai des petits projets par-ci, par-là, tu vois. C'est juste histoire d'eux, c'est une petite sécurité. Et derrière, on continue de focus sur nous. Donc, vraiment, vous êtes principalement en copie encore, comme les formations. Et à côté, chacun sa petite sécurité. Et, tu vois, l'histoire des 24K ou ma première année où je me repose sur mes lauriers, ça fait la même chose avec nous. Première année, on scale comme des porcs, on fait 1 million, c'est trop beau, tu vois. Et en fait, avec le recul, je me dis, cette année-là, 2021, j'ai pas tant bossé que ça. En fait, une fois qu'on avait le bon tunnel, il y avait juste à amener des gens dessus, donc tu fais plus de pubs, mais tu faisais rien. On n'avait pas de chaîne YouTube, on n'avait pas de Twitter, on n'avait pas de compte Insta, on avait juste des pubs, tu vois. Et en fait, j'ai pas tant bossé que ça, tu vois, sur le projet des copywriters. Et du coup, c'est pareil, je me suis dit, merde, en fait, j'ai eu un coup d'opportunité. En mode, si j'aurais bossé 2 fois plus, j'aurais déjà pu bâtir des assets, des actifs qui aujourd'hui rapporteraient plus. Tout à fait, ok. Donc c'est un conseil pour les gens. C'est cool de chiller, de prendre du temps pour soi et de lever le pied. Ça sert à rien de tomber en burn-out, mais c'est important de jamais se reposer sur ses lauriers et aller chercher toujours un peu plus, parce que le monde évolue, tes concurrents évoluent, les coûts, par exemple des pubs deviennent plus chers, l'inflation, le contexte mondial, etc. Tu sais pas. Donc si tu stagnes, en fait, c'est comme si tu étais en perte et que
Tout à fait. Comparé au marché, en fait, c'est comme si tu étais en régression. Oui, de toute façon, c'est ce que tout le monde dit. Quand tu as un business, une activité qui commence à stagner, c'est vraiment pas bon signe. Ouais. C'est comme si ton business était en décroissance quand tu C'est commences à presque vraiment ça, stagner. ouais. Alors, moi, la question du coup qui va faire sens, comment on fait 1 million? Ok. Tu fais 2800 € par jour tous les jours de l'année, Ok. sur 12 mois. Super, je note, allez, j'y vais. Donc ça fait 83 000 par mois, je crois, un truc comme ça. Ok. Et comment vous avez bâti le système pour voilà, comment quelqu'un qui dit voilà mon objectif sur cette année c'est de faire 1 million. Pour toi, quels sont les composants essentiels d'un business qui peut faire 1 million? C'est simple en fait, tu as besoin de trafic, donc selon le prix de ton offre plus ou moins. En fait, ce qu'il faut c'est juste reverse engineer ton process. Tu vends à 5000, combien il faut te vendre pour faire 1 million, tu divises et après tu vois en fonction, je sais pas moi, nous typiquement on avait un fichier où on disait ok on convertit à 3% de notre trafic, ça nous rapporte je sais pas mettons 100 €, donc 100 € pour faire 2700 il nous faut 27 ventes par jour, ok combien il nous faut pour faire 27 ventes, il nous faut X leads, pour avoir X leads ça nous coûte, on sait combien le coût par leads est avec les pubs, donc on sait combien il faut mettre, D'accord. donc tu renverses le process. Après honnêtement avec le recul c'est vrai que c'est super compliqué de te dire d'avoir une 2800 balles tous les jours sans un jour en moins tu vois. Ouais. C'est vraiment une histoire de volume et d'une offre qui convertit bien honnêtement. Oui, c'est ça. Parce qu'à tout moment, comme tu l'as dit, ta stabilité, elle n'est pas certaine parce que d'un coup, tu peux changer quelque chose et ça te plombe ce qui était en cours. Donc, et le million, là, on l'a fait avec une offre. En fait, on n'avait pas d'offre en back-end ni de produit high ticket. C'était juste un tunnel, une source de trafic YouTube Ads et une seule offre avec un avatar cible et c'est tout, tu vois. Et si tu vois, tous ceux qui font vraiment de l'argent, en fait, c'est ce qu'ils te conseillent. C'est le power of one, tu vois. Tu fais une offre, un avatar, une source d'acquisition et tu la torches au moins jusqu'au 100K, tu vois, peu importe que ce soit freelance, infopreneur ou quoi, ça c'est largement atteignable et tu peux même la pousser jusqu'à 1 million et après honnêtement c'est compliqué d'aller chercher beaucoup plus. En tout cas nous avec notre système actuel c'est impossible. Ok. Et tu vois, ça me fait penser, tout à l'heure on parlait de Théo Rossi, mais il y a aussi Antoine BM. Eux, c'est l'inverse de ce que tu dis. Où eux, ils font plein de produits. Enfin, je sais qu'Antoine BM, je sais pas combien il a de formation. Théo aussi, il en a beaucoup. Toi, est-ce que tu as une préférence? Alors, malgré qu'aujourd'hui, toi, tu t'en es principalement une grosse et que vous en développez d'autres. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que ça dépend du profil de la personne ou comment tu définirais ça? C'est juste qu'en gros, nous, notre système, on a un système en place, on a une offre et on n'a plus qu'une chose à faire, c'est faire entrer des gens dedans. Alors que eux, faut toujours recréer des nouvelles offres, tu vois. Et ça fonctionne, c'est pas le souci. C'est juste que t'es dépendant de ton business et tu dois toujours courir après des nouvelles offres, faire des nouvelles promos, aller chercher des nouveaux leads, etc., etc. Alors que nous, on avait juste à faire entrer des gens dans avec la pub et c'est le principe d'un tunnel. Après, les gens, ils passent à travers, ils achètent, etc. Donc, pour moi, l'avantage du tunnel et d'une offre unique ou plus simple, du moins, genre 2-3 offres grand max, c'est que t'as pas à être constamment dans la création et ça j'ai essayé moi-même sur mon business tu vois de créer une offre par mois mais c'est épuisant tu vois, faut créer le produit, l'enregistrer et puis pour Antoine par exemple tu vois il fait des produits très courts d'1 heure, 1 heure et demie sur une mind map. Moi j'ai vraiment envie de faire des trucs propres donc même quand je vends à 97 €, c'est un cours de 10 heures avec 20 cours vidéo étape par étape, des plans d'action et tout ça. Et le temps que ça me demandait je l'ai fait 2 mois et après j'ai dit laisse tomber. Ça marchait plus ou moins mais c'est pas scalable à l'infini et c'est épuisant. Et c'est épuisant, c'est surtout ça, tu peux pas tenir. Enfin Antoine, genre je le respecte, genre c'est monstrueux depuis les années qu'il fait ça, d'être toujours capable de créer des nouvelles offres et tout, c'est clair. C'est impressionnant. Ça pour le coup je suis d'accord parce que en fait quand t'as l'idée de lancer ça, genre t'as l'excitation et la motivation du début et après quand quand t'essaies même de le mettre en forme de routine, ça devient une contrainte en fait. Et ça revient en fait presque à du salariat où tu es dans la contrainte de dire je me lève, là il faut que je fasse mon email quotidien, là il faut que je fasse ma formation, là il faut que je fasse ma vidéo YouTube, etc. Et en fait tu es dépendant de ton business et si tu mets plus une goutte d'énergie, il tourne plus. Alors que justement nous tu vois, on pouvait partir en vacances, le média buyer il continue d'injecter de la pub, les gens passent dans le tunnel et on n'a pas besoin d'intervenir. Tu vois. Ça c'est bien. Donc c'est la grande nuance selon moi, c'est pas bien ou mal, moi je préfère notre système, après chacun teste et voit ce qu'il préfère. C'est en fonction des profils. C'est ça, non mais en ligne tu vois c'est très clivant, c'est faut faire ci, faut faire ça c'est pas bien, ça c'est bien, non, il y a tout qui fonctionne. Si tu veux baser un business sur du SEO, ça existe depuis Google en fait, depuis 20 ans, ça fonctionne. Si tu veux faire sur Twitter ça fonctionne, si tu veux faire des ads ça fonctionne, Telegram ça fonctionne, c'est juste faut faire une chose et la faire bien et pas partir dans tous les sens. Ça justement avec Joseph, on n'est pas tombé là-dedans, on avait notre offre.
Et juste, on tweakait l'offre, mais on créait pas des nouveaux produits, des nouveaux trucs ou quoi. Juste, on a continué d'améliorer l'offre, le tunnel, et d'un seul coup, ça a marché, tu vois. Ok, c'est intéressant. Je te propose une autre question. Vas-y. La petite dixième. Hop, donc ça, c'est 2 bleus qu'on a déjà faites. Je vais choisir à nouveau. Il va bientôt plus rester de bleu, Ouais. donc... On va partir sur du vert. Allez. Donc, Benoît, tu préfères voyager dans le monde sans pouvoir revenir dans ton pays ou jamais sortir de ton pays? Honnêtement, franchement, c'est compliqué. Ouais. Je pense voyager parce que du coup, t'as plein de diversité, tu t'ennuies pas. Bien que en France, t'as tout. Tu vois, t'as des villes, t'as de la montagne, t'as de la campagne, de la mer et tout. Donc, je pense une petite préférence pour voyager autour du monde et jamais rentrer, mais c'est. Mais c'est dur à choisir parce qu'en vrai, t'as plein de gens qui partent Ouais. et qui finalement disent que, genre en France, t'as vraiment tout et ils préfèrent rester en France. T'as plein de gens qui partent et qui disent je reviendrai jamais aussi. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ça dépend. Donc, Mais honnêtement, non, franchement compliqué. Ça dépend ce qu'on prend en compte, etc. Tu vois, si tu comprends en compte les proches, la bouffe, tout ça, le confort de vie. Enfin, mais C'est globalement, juste pour la diversification, bah, autant tester plein de pays qui t'a c'est jamais vrai que remis. partout, il n'y a pas de la raclette et. C'est et surtout la ça pour moi. charcuterie. J'avais vu ça sur Twitter, ça m'a bien fait rire. Je suis vraiment pareil. Là, pour le coup, ça, il faut pas me l'enlever. Quand on est parti au Canada, justement, je me suis vengé sur le fromage avant de partir. Finalement, il y en avait plein là-bas, donc j'en ai mangé plein aussi. Et maintenant, j'en mange plus que j'en ai jamais mangé de ma vie. Mais tu sais qu'on est parti genre 10 jours à Los Angeles Ouais. et genre on est rentré le premier soir, genre j'ai pris un bout de pain et un bout de fromage, tu vois. Ah oui, bah oui, non, mais ça, c'est les. Alors qu'en France, tu le fais aussi souvent ou pas? Ouais. Ah ouais, ok. Tous les Alors que repas, nous, j'ai non. mangé fromage. Ah ouais, ok. Bah maintenant, oui. Avant, non. Maintenant, Ouais. oui, tout le temps. Par contre, la baguette ou quoi, moins. Mais c'est vrai que tu te rends compte que finalement, tu reprends. Enfin, t'as vite envie de retourner à ce que tu connais et ce que t'aimes. Ah ouais, mais c'est juste la base. C'est clair. Question qui peut être compliquée pour certains. C'est quoi, selon toi, tes vrais défauts qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs? Au moins un défaut qui t'empêche. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un genre de paresse, tu vois, où tu dis, ouais, bah pourquoi, enfin, je suis pas en mode gros charbonneur, tu vois, on parlait d'exemples genre Alec Henry, ou même nous, on est dans le mastermind de Sam Owen, c'est un robot le type, tu vois, il bosse comme ça, sans aucune distraction. Ça, moi, j'ai du mal encore aujourd'hui, même si je travaille dessus. D'être dans les distractions, enfin tu vois, c'est le monde qui veut ça aussi, mais t'as toujours ton portable à côté ou un petit truc ou quoi, et du coup j'ai pas un travail 100% productif comme je le voudrais. Ok. Donc je pense que ça c'est un défaut qui me bloque, Ouais. mais qui m'empêche pas par contre Oui, tout à d'avancer. fait. Tu vois. Oui, il suffit Qui de ralentit travailler. mais qui est pas bloquant à ce point-là quoi. Parce que bon après Ok. je sais pas non plus, parce que je sais qu'il y a certains c'est vraiment toutes les 5 minutes ils sont sur leur téléphone, il y a des notifications partout. Moi j'ai pas ça, mais j'aimerais bien être en mode genre monk mode, tu vois, en mode comment on dit en français, un moine, genre Oui. en mode moine, tu vois, où tu es enfermé dans une pièce, juste tu bosses et tu fais que ça. Ça j'ai du mal encore. Ok, ouais, moi, je suis pareil. C'est dur. En vrai, c'est dur parce que t'as cette fausse impression que tu vas manquer un message important ou quelque chose Ouais. aussi. Ou au final, est-ce que ça t'arrive? T'es en train de bosser, t'as une notif ou quoi, et là tu te dis bon allez je regarde et tu te surprends à rester vraiment plus longtemps que. Ça arrive plus ou moins, mais c'est des trucs tout con. Tu vois, admettons, je veux aller sur Facebook pour aller sur un groupe pour publier, je sais pas, sur un groupe de coaching, tu vois. Ouais. Et en fait, je vais sur Facebook, je vois un message privé, ok, je réponds à la personne, et je vois une notif sur un groupe qui a rien à voir. Et en fait, je ferme Facebook, je fais, bah man, pourquoi j'étais venu là? Ah oui, parce que fallait que je fasse ça, et donc là, j'y retourne, tu vois. Et là tu Et, revois une photo. et ça, ce genre de truc, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et j'essaye de le battre. Tu vois, même des fois, j'ai la tentation de dire, ok, je prends mon portable. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment machinal. Tu vois, tout le monde, tu regardes, tu sais même pas ce que tu as regardé. Et du coup, j'arrive à conscientiser le fait que je veux le regarder et que du coup, je me bloque de pas le regarder. Tu Ok. vois. Mais pas encore au niveau où je voudrais arriver. Ouais, au point où tu voudrais être. Par rapport à tout ce que là tu as entrepris et où tu en es, toi c'est quoi ta vision sur par exemple 3 ans? Dans 3 ans, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu dois continuer ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu dois tester d'autres choses et où tu te vois géographiquement parlant? En vrai, c'est une bonne question. Tu vois, j'ai des idées de projets long terme, tu vois, Ouais. mais je les ai pas définies dans le temps. Donc, je sais pas quand, quoi, comment. Ok. Comme quand je me suis lancé avec Joseph, tu vois, je savais que je voulais lancer des infoproduits, je savais pas que ça allait être avec un associé dans ce domaine-là, etc. Donc à 3 ans, donc ouais, continuer ce qu'on fait, continuer de scaler, donc d'aller chercher plus de chiffre d'affaires et de profit aussi, parce que petit aparté, tu vois, tout le monde parle tout le temps de chiffre d'affaires,
personne parle jamais de bénéfices, tu vois. Bien sûr. Notamment dans tout ce qui est dropshipping, etc. C'est facile de montrer des dashboards à 10 millions, mais derrière, il y a zéro de profit. Et même en infoproduit, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais. Donc, petit aparté, donc voilà, aller chercher plus de profit, grandir l'équipe, continuer de faire ce qu'on aime. Parce que après tout, voilà, on a parlé de chiffres, mais c'est aussi des élèves quand même qu'on aide, tu vois, sans être dans le cliché. Tout à fait. Il y a quand même des gens qui partent de zéro, qui quittent leur job, qui vivent à 100% du copy, etc. Donc juste voilà, développer notre notoriété, faire plus. Au niveau géographique, théoriquement, j'aimerais bien m'expatrier à Londres, à voir après si ça se fait. Voilà, l'idée c'est là ma vision c'est vraiment de rusher jusqu'à mes 30 ans, là j'ai 24. Et à partir de 30 ans, peut-être lever le pied et chiller un peu plus, tu vois. D'accord. Mais en gros, là, c'est en mode jusqu'à 30 ans, je bâtis, je construis, j'investis. Et après, on verra ce qui se passe. Ok, intéressant. Mais pourquoi pas un SaaS, tu vois, un software. Ok. Pourquoi pas, je sais pas moi, une agence, partir sur de l'e-com. Pourquoi pas revenir, mais cette fois avec des vraies compétences et un vrai projet sérieux, je sais pas. Ok, ça c'est intéressant. Les SaaS, pour le coup, j'en vois beaucoup qui en parlent. Ouais. C'est vrai que, par exemple, il y a Tweethunter, Ouais. il y a Quicklines, je sais pas si tu connais. Ouais, mais il y a des softwares Mais partout il y a plein sur de trucs tout, hein. et pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'intelligence artificielle. Ouais. Et le problème, c'est qu'en français, c'est pas du tout aussi développé qu'en anglais. Parce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, elle a plus eu l'habitude de travailler en anglais qu'en français. Du coup, on a beaucoup moins de potentiel. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Pour toi, si tu devais résumer par rapport à tout ce que tu as pu faire ou ta vision des choses, c'est quoi pour toi la clé de la réussite ? Bonne question. La clé de la réussite, c'est de bosser tout simplement. Déjà, si tu bosses pas, voilà, il se passe rien. De persévérer, enfin c'est le truc toujours classique, tu vois, genre je reprends l'exemple avec Joseph, si au bout de 6 mois on aurait arrêté, je serais même pas là à te parler, tu vois. Moi pareil, si après comme j'aime et tout ça, j'avais pas persévéré parce que j'ai mis quand même plusieurs mois à galérer, j'en serais pas là non plus. Donc juste bosser et faire les choses intelligemment, tu vois, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir un business en ligne du moins. Business physique c'est un autre game. Il n'y a pas besoin d'être un génie, il faut juste bosser, faire les choses sérieusement avec beaucoup de bon sens et après ça roule tout seul quoi. Ok. Donc, et pour quelqu'un qui chercherait du coup, alors on peut parler par rapport au copy vu que toi c'est vraiment ton cœur de métier, mais par rapport à quelqu'un qui cherche à se lancer, tu recommandes quoi ? Quels sont pour toi, si tu devais par exemple donner un petit plan d'action à mettre en place, pour toi c'est quoi ce qui est primordial pour se lancer correctement et pas tomber dans les erreurs de tout le monde quoi ? C'est pour ça que je te parlais de bon sens, tu vois, c'est toujours un mix entre deux concepts, tu vois, il y en a qui vont dire faut lire, faut se former, machin, il y en a qui vont dire faut pratiquer, machin. En fait, si tu fais que de la pratique, tu peux rien pratiquer parce que t'as pas de théorie. Si tu fais que de la théorie et que tu pratiques pas, à un moment donné, tu vas être bloqué. Donc je pense que c'est toujours un jeu entre deux concepts, tu vois. Donc là, par exemple, la théorie et la pratique. Donc notamment, lire beaucoup, regarder beaucoup de vidéos. Moi, je consomme énormément de vidéos, des podcasts comme ça, tu vois, des choses comme ça où tu vas juste tirer un tips, deux tips, ou que ça va te faire un petit changement mental, tu vois. Donc consommer beaucoup de choses dans la niche dans laquelle tu veux évoluer. Te former, livres, formation, coaching. Même avant de vendre de formation, je disais déjà ça, tu vois. Maintenant, j'en vends, donc c'est normal de dire qu'il faut se former, tu vois. Mais même avant, j'investissais déjà dans moi, j'allais déjà à des séminaires, etc. Même si j'étais juste un freelance, tu vois. Et plus j'avance, plus je me rends compte que, en fait, il faut investir sur soi. Nous, on a investi dans un coaching à $54 000, tu vois. Et en fait, ça vaut le coup quand même, tu vois. C'est super important. Donc, se former et très rapidement aller sur le terrain, se prendre des murs et comprendre pourquoi ça a échoué pour ensuite rebondir, tu vois. Je reprends l'exemple. Aujourd'hui, si je relançais la boutique e-commerce, je pense qu'il y a de grandes chances que ça marcherait parce que je me planterais, j'analyserai et je recommencerai. Et là, l'erreur que j'ai fait quand je me suis lancé, j'avais pas de budget, donc j'ai tout stoppé pour faire autre chose. Mais finalement, c'est juste de toujours continuer la même chose et à un moment donné, ça va fonctionner tant qu'on a la volonté de comprendre pourquoi ça marche pas et d'aller de l'avant, tu vois. Ouais, parce qu'il faut pas faire l'erreur de ce qu'on appelle l'objet brillant du coup. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est même pas juste de prendre le concept en lui-même, mais c'est de se dire tu vas passer par exemple 6 mois à développer quelque chose et c'est au moment où vraiment là il faut se lancer pour avoir des résultats que tu arrêtes et du coup tu repars sur 6 mois sur autre chose à refaire tout le même process et au final tu développes jamais les compétences qui t'amènent à chiffrer. Donc t'as bien résumé ça en fait. Dans l'objet brillant, le pire truc c'est la perte de temps en fait. Et t'as résumé ça parfaitement et on peut même le faire au niveau macro, au niveau d'une journée ou ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau des distractions. Il y a une étude qui prouve, donc je crois que ça s'appelle la loi de Carlson, quand tu
quand tu défocuses, donc admettons tu auras une notification, et ils font ça notamment avec les cadres dans des bureaux, etc., où il y a souvent le manager qui va venir, le salarié, la secrétaire, machin. Et en fait, toutes les 20 minutes, en gros, ils sont interrompus. Sauf que les analyses ont montré que pour se refocus à 100% sur le projet et être productif, il faut 23 minutes. D'accord. C'est-à-dire que sur 1 heure, si tu as 3 distractions, en fait, c'est comme si tu n'avais pas bossé. Parce qu'à chaque fois, il te faut 20 minutes pour atteindre ton pic. D'accord. Sauf que si au bout de 5 minutes, boum, on te réinterrompt le pic, tu redescends et il te faut 20 minutes en fait. Et donc ce que t'expliques à l'échelle des 6 mois, c'est exactement la même chose. Tu vas mettre 6 mois pour bâtir quelque chose. Tu vas commencer à avoir de l'attraction, des choses qui se passent dans ton business. Et si tu le stoppes et que tu recommences de zéro, tu recommences de zéro. C'est ça. Donc c'est ça le pire en fait dans ce truc de l'imposteur, quoi. Et toi, qu'est-ce qui te fait pas de tenir l'imposteur, comment ça Oui, s'appelle, l'objet brillant. Et qu'est-ce qui te fait tenir à... Est-ce que c'est ta vision de vraiment, comme tu disais, quand tu étais petit et que tu savais que tu voulais pas faire autre chose, est-ce que c'est ça qui te fait tenir ou c'est quoi ta motivation ce qui te motive à toujours y aller vraiment et à pas t'arrêter? Ouais, honnêtement, je pense que ça s'explique pas, c'est juste une ambition, tu vois. J'ai toujours été un peu plus ou moins mauvais joueur quand j'étais petit, je voulais toujours gagner, quand on jouait au foot, machin ou quoi, tu vois, toujours au moins se donner à 100% pour ne pas regretter. Et là, c'est exactement la même chose, tu vois, de tout donner, bâtir, etc. Et à un moment donné, c'est plus tellement pour le chiffre, tu vois. Donc, bien sûr, si on a envie de faire plus, etc. Mais, je sais pas, de passer de 5 000 à 7 000 euros par mois, par exemple, ça va pas changer radicalement ta vie. Par contre, toi, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur qui est animé et passionné par ça, genre, tu te construis et t'apprécies ça, tu vois. Comme un mec à la muscu qui, au lieu de soulever 100, va soulever 120, tu vois. Fondamentalement, ça change pas grand chose à sa vie. Par contre, lui, dans sa tête, il va avoir une satisfaction énorme. Donc là, c'est pareil, tu vois. Monter un business à 2 millions par an, puis à 5, puis à 10, pourquoi pas. Ça. Et c'est juste chercher toujours plus et parce que ça te construit, tu vois. Ok. Avant qu'on conclue, j'aimerais te reposer les fameux petits papiers. Alors du coup, ceux-là, c'était fait. Donc, je te laisse choisir. Bon, dernière couleur. Allez, je suis au rouge, c'est parti. Alors, Benoît, es-tu prêt ? Je t'écoute. Tu préfères, c'est le seul que je savais, ClickFunnels ou System.io ? Si tu devais en choisir qu'un seul, lequel tu choisirais ? Alors, fondamentalement, ClickFunnels pour l'outil. Le seul problème, c'est qu'en Europe, il y a des réglementations, donc le 3D Secure. Et le 3D Secure fait que les paiements passent pas, les factures ne sont pas bonnes, les libellés sont pas bons, etc. D'accord. Donc, si on compare les deux, techniquement, c'est ClickFunnels 1000 fois, tu vois. C'est comme comparer une Audi et une Peugeot. Je suis pas un expert en voiture, mais pour moi, ça se compare pas, tu vois. Par contre, dans l'utilisation au quotidien, admettons, je sais pas moi, t'habites en ville, j'en sais rien. La grosse Audi, elle va peut-être te servir à rien et t'as juste besoin de la Peugeot. Là, nous, avec nos besoins actuels, on a besoin d'avoir des factures, des libellés et tout. Et ClickFunnels bug en gros, donc on est sur System.io. D'accord, intéressant. Je savais pas, tu vois, j'ai jamais utilisé ClickFunnels. Enfin, peut-être une fois pour découvrir, mais comme je suis parti direct sur System.io, une fois que tu as tes habitudes, forcément... ClickFunnels est beaucoup plus complet, c'est un peu plus une usine à gaz, tu as plus de possibilités, surtout au niveau du design, du tracking, des intégrations, etc. Donc tous ceux qui scalent des vrais gros business, ils sont sur ClickFunnels, si tu regardes aux États-Unis, ils sont tous là. C'est ce que je voyais. Ok, intéressant. J'ai vu que, comment il s'appelle ? Tougan, il était sur ClickFunnels et il est parti sur Hotmart. C'est ça. Tu connais ? Non, je sais pas ce que ça vaut et je sais pas exactement. Apparemment, c'est sympa, mais à découvrir, peut-être. Petite leçon de business, du coup, c'est pareil. Si tu as des outils à choisir, prends celui qui existe depuis le plus longtemps et qui a le plus prouvé, tout simplement. Oui, tout à fait. Et quand tu veux te lancer dans un truc, c'est toujours comme ça. Tu as toujours des nouveaux acteurs, des nouveaux trucs. Mais prends celui qui a fait ses preuves en fait. Et il y en a beaucoup qui me posent la question, tel ou tel logiciel, qui est le plus existant depuis le plus longtemps, qui a le plus de preuves tout simplement, et prends celui-ci tout simplement. Tu vas pas prendre un risque de prendre la nouvelle marque de voiture japonaise qui vient juste de sortir, tu sais pas ce que ça vaut, tu sais pas s'il y a des bugs ou quoi. Ou pareil pour les caméras pour toi, tu vois. Vaut mieux prendre un truc qui a peut-être 1 an, mais qui a fait ses preuves et on sait que lui ça marche super bien, plutôt que le nouveau modèle qui va peut-être bugger, etc. Tout à fait, tu as raison. Une de mes dernières questions, ça va être un peu ta source d'inspiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'inspire et qui te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Pas vraiment. C'est plus plusieurs personnes, tu vois. Russell Brunson, Sam Ovens, des mecs comme ça qui sont déjà passés par là où je veux aller. Mais après, je les idolâtre pas ni rien, tu vois. Je suis pas un mec en mode je suis que lui, même si j'ai remarqué en fait c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai des amis qui ont passé un business de 0 à 2,5 millions quasiment. Et en gros, ils suivent juste ce que dit Sam Ovens.
et ils écoutent presque pas le reste, tu vois. En gros, c'est genre, c'est mon mentor, on écoute ce mec, etc. Et en fait, tu t'évites justement le syndrome de l'objet brillant et comme on le disait aussi tout à l'heure, toutes les méthodes fonctionnent. Oui. Donc si tu fais que du SEO par exemple, ça va fonctionner, mais il faut faire que ça. Si tu commences à faire du SEO et des pubs et du Twitter et je sais pas moi, de l'email marketing, du YouTube Ads, etc. Ben là, tu mets plein de choses qui fonctionnent, mais ton focus est dispersé, donc ça va moins fonctionner, tu vois. Donc théoriquement, avec les mentors, les inspirations, ça serait bien de faire la même chose, de prendre vraiment un mec et on suit 80-90% du temps ce qu'il dit et uniquement ce qu'il dit. Par exemple, la méthode Sam Ovens, tu vois, elle fonctionne, c'est-à-dire avoir un tunnel simple à 5-10 000 euros et un back-end à 20-30 000. Mais il faut juste faire que ce qu'il fait avec sa méthode. Si tu commences à intégrer d'autres choses, etc., il y a moyen que tout parte en couille. Ouais. Ok, tout à fait, tu as raison. C'est intéressant. Et si, par exemple, tu avais un conseil à donner, quel qu'il soit à quelqu'un, que ce soit dans sa vie de tous les jours, dans son business, dans sa manière de voir les choses, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas, par exemple, on peut prendre 2 cas de figure. Quelqu'un qui... Tu sais, parce que quand t'as pas encore fait ton premier euro en ligne, t'as toujours cette impression qu'on cherche à t'arnaquer tout le temps. Donc, pour cette personne-là, et pour quelqu'un qui, par exemple, a déjà son business, mais qui a pas atteint un palier où là, tu peux te considérer comme vraiment quelqu'un qui a réussi à entreprendre, tu vois. Déjà mettre son ego de côté en mode moi je peux avoir ça gratuitement, moi je peux apprendre ça tout seul, mais moi je vais tester tout seul. Non, en fait, prends l'aide de quelqu'un qui est déjà passé par là et voilà, si t'as la mentalité en mode je veux pas investir mon argent, les gens c'est de l'arnaque, c'est faux, c'est pas vrai, à un moment donné toi tu vas te retrouver dans leur position. Est-ce que tu aimerais que les gens disent pareil de toi, tu vois? Donc déjà avoir une mentalité en mode je vais apprendre des autres plutôt que vouloir les repousser. Et puis après voilà, c'est se former, mettre son ego de côté, ça c'est important, et après faire ce que les autres ne font pas, tu vois, c'est toujours pareil, ça revient à du bon sens, mais si tu regardes 80% des acteurs, donc moi dans le business en ligne parce que c'est ce qui me passionne, soit ils se copient les uns les autres, ils cherchent pas à apprendre, donc bâtis des compétences solides, peu importe ce que c'est, du copywriting, du montage, du design, de ce que tu veux, et bâtis ton business sur tes compétences plutôt que sur des hacks ou sur des tendances ou quoi, tu vois. Admettons le mec aujourd'hui qui crée un business sur TikTok parce que c'est trendy, si dans 6 mois, j'en sais rien, TikTok est interdit en Europe parce qu'il y a un conflit entre les États-Unis et la Chine, tu vois, ça peut arriver, comme je sais pas, sur les téléphones chinois, il y a plus Android, tu vois, par exemple. Si tu bâtis ton business uniquement sur TikTok parce que c'est la seule chose que tu maîtrises et que tu sais rien faire d'autre, tu te retrouves en difficulté si TikTok est shut down. Donc bâtis des compétences solides et qui existent depuis toujours et qui ont toujours une demande. Le copywriting par exemple, ça peut être le media buying, ça peut être filmer, tu vois, ce que tu fais, prendre des photos et filmer. Tu peux le faire à toute époque, tu vois, au 19e siècle ça existe déjà, il y a déjà des photographes pour des mariages, des événements et tout. Exactement. Donc bâtir sur des compétences qui existeront encore dans 100 ans, et là peu importe le business que tu vas bâtir là-dessus. Le copywriting, je peux créer un shop e-commerce, comme je peux faire vendre des formations, je peux faire du freelance, je peux faire de l'affiliation, je peux tout faire. Et toi pareil, tu vois, tu as un panel de business qui s'offre à toi juste parce que tu as une compétence. Donc partir des compétences et ensuite partir sur du business plutôt que dire je vais faire ce business précisément, et là tu vas bâtir juste sur des hacks, sur dire il faut ajouter un avis ici, il faut ajouter des pop-up, il faut ajouter un truc qui clignote, une barre rouge, de l'urgence. Ça on s'en fout, c'est des hacks. Ce qui compte c'est les compétences de base, tu vois. Tout à fait. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair et bien répondu. Est-ce que ça te dit une dernière question de couleur avant de finir? Allez, soyons fous. Hop. Allez. On retourne sur le bleu. Alors, Benoît, tu préfères gagner 1 million maintenant ou gagner 100 000 euros par mois pendant 1 an? 1 million maintenant. Déjà parce que tu as plus de possibilités de leverage, de faire effet de levier là-dessus. Et 100 000 euros, dans 12 mois, ça n'aura pas la même valeur que 100 000 euros aujourd'hui. Notamment avec l'inflation et le coût d'opportunité qu'on a pu évoquer, tu vois. Et donc 1 million maintenant. C'est malin. Voilà. Pour le mot de la fin, c'est parfait. Merci beaucoup pour ta disponibilité et ton temps. C'était vraiment intéressant. J'espère que ça t'a fait plaisir. C'est cool. J'espère juste que les gens vont appliquer, et c'est pas uniquement du contenu divertissant, c'est aussi du contenu qui a quand même des vraies morales, du moins on essaye à travers des discussions, et donc voilà, essayer d'en retirer des pépites, pas forcément de les appliquer à la lettre tout de suite maintenant, mais au moins les garder en tête, pourquoi pas carrément les prendre des notes, ce qui est mieux pour s'en souvenir, et ensuite les implémenter quand le problème arrivera ou quand ce sera le moment dans le business. Sous la main et pouvoir l'utiliser quand c'est ça. Quand le bon moment sera venu.
Eh ben, un grand merci. Du Merci coup, à toi. toutes tes informations pour te retrouver, on les mettra dans la description. Pas de souci. Et si tu as un mot à partager avant d'avoir terminé, si ce n'est ce que tu viens de dire, c'est tout bon pour moi. Bah non, j'ai rien de plus Eh à ben, ajouter. parfait. Voilà, juste à appliquer, bosser, persévérer. Et si vous avez vraiment un projet d'entreprendre, ne vous arrêtez pas au premier échec, juste continuez. Et voilà, et mettre en comparaison toujours ce qui va se passer si tu le fais pas et si tu le fais, tu vois. Moi, je me suis lancé et j'ai démissionné parce que j'avais quoi à perdre. Au pire, j'allais galérer quelques mois, ça allait être vraiment compliqué, ok. Mais au pire, j'aurais postulé dans un job, j'aurais fait homme de ménage, tu vois, et j'aurais pu, voilà. Alors que là, je me suis lancé, j'ai tenté ma chance, ça a marché, ok, et donc j'ai réussi et j'en suis là, tu vois, entre guillemets. Mais si j'avais même pas tenté ça, j'aurais rien fait, tu vois. Enfin, je sais pas si j'arrive à... Ouais, en fait, c'est que le rapport gain-risque, C'est ça. il est beaucoup plus intéressant de l'expérience. En tout cas, au stade où t'étais, t'as pas d'enfant, t'avais pas C'est de ça. crédit ou je ne sais C'est quoi. ça. Donc, t'avais juste la possibilité d'essayer et au pire, tu t'étais même pas à la rue, quoi, C'est parce ça. que tu peux retrouver un boulot sans trop de Mettre problème. en parallèle, voilà, ce que tu as à y gagner potentiellement et ce que tu as à y perdre. Tout à Et fait. les 3 quarts du temps, en fait, tu rien à perdre, en fait. Exactement. Genre, même si tu perds 1000 euros, 2000 euros, c'est rien à l'échelle Non. d'une vie. Ouais. Alors que si tu réussis, tu peux faire, je sais pas moi, 10 000, 100 000, 1 million, tu vois. C'est clair. Donc la comparaison, et je prends l'exemple de mes élèves souvent en cold email, tu vois, j'aide beaucoup de freelance et je dis, va prospecter, et ils osent pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me prendre un refus, j'ai peur qu'ils me disent non. Ouais, mais s'il accepte, tu as un contrat à 1000, à 5000, à 10 000, tu vois. C'est Donc clair. mais est-ce que le refus vaut beaucoup plus que le 10 000? Bah non. Tout à fait. Donc voilà le petit mot de la fin. Eh ben, impeccable. Eh ben, merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Et au plaisir de se refaire un épisode. Carrément, on fera un ce sera update le moment. dans quelques années. Parfait. On prend note. Merci beaucoup. Merci à toi.